Donc, quand on parle du marché des cryptoactifs, la première chose à considérer, c'est le concept de blockchain. Alors, vous avez sans doute entendu parler de la blockchain, et malheureusement, on entend vraiment tout et n'importe quoi sur ce sujet. Euh, En simplifiant les choses, en les gardant les plus simples possibles, une blockchain, c'est un registre de transactions. On peut dire qu'une blockchain, c'est une sorte de base de données, une base de données qui contient des enregistrements simples, qui sont juste des transactions où une personne envoie des fonds à une autre personne sur un réseau. Ce réseau, ça peut être Bitcoin, ça peut être tout un tas d'autres réseaux qui fonctionnent sur le concept de blockchain. Et c'est une base de données, un ensemble de stockage d'informations qui a un certain nombre de caractéristiques intéressantes. La première caractéristique, c'est qu'elle est décentralisée. Décentralisée, ça signifie que personne ne contrôle directement ce réseau. De fait, vous avez des milliers de machines qui sont réparties dans le monde et qui sont toutes des nœuds, toutes des copies valables d'une blockchain en particulier. Donc c'est une sorte de base de données, sauf que vous en avez des milliers de copies dans le monde et qu'il n'y a aucune de ces copies qui est la vraie source, mais qu'elles sont toutes aussi valables les unes que les autres. Deuxième caractéristique, c'est une base de données qui est immuable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez écrit quelque chose sur une blockchain publique, vous ne pouvez plus jamais la modifier et vous ne pouvez plus jamais la supprimer. Donc ça, c'est une des caractéristiques essentielles qui tient à la façon dont les blockchains ont été créées. Et alors, ça présente un certain nombre d'avantages, notamment en termes de notarisation de l'information. Alors, la blockchain, ça n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'en général, une blockchain va être beaucoup plus lente et beaucoup plus coûteuse à utiliser qu'une base de données classique. Malgré tout, on s'aperçoit que ça rend des services intéressants. C'est un outil supplémentaire au service notamment des informaticiens qui ont besoin de stocker de la data. Et voilà, globalement, essayez de retenir ce principe-là. Donc, un registre de transactions décentralisé et immuable, mais avec lui aussi un certain nombre de limites. Alors, cette blockchain, elle va être utilisée, elle a été créée au départ pour faire fonctionner un réseau, une crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin, et dont vous avez du coup entendu parler. Le Bitcoin, donc, c'est la première des crypto-monnaies, elle a été créée en 2009, et l'idée fondamentale, c'est donc une crypto-monnaie qui fonctionne sur le principe de la blockchain. Plus exactement, la blockchain a été créée pour faire fonctionner le Bitcoin. Et là, c'est pareil, on entend souvent dans les médias l'inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien se passer de Bitcoin, mais le concept de blockchain est intéressant. En fait, c'est le contraire. C'est la blockchain qui est en fait un sous-ensemble et qui est en fait juste une partie utilitaire du réseau Bitcoin. Donc, ce Bitcoin fonctionne sur ce principe de blockchain. Et parmi les caractéristiques du Bitcoin, il y en a une qui est très intéressante, qui est notamment sa rareté intrinsèque. Le créateur de Bitcoin, dont on connaît aujourd'hui uniquement son pseudonyme sous le nom de Satoshi Nakamoto, a voulu créer une monnaie qui est une rareté intrinsèque. Et donc, l'idée, c'est que on n'aura jamais plus que 21 millions de bitcoins disponibles sur le marché. Et à l'heure actuelle, vous avez une création de 328 000 bitcoins par an. Et cette création monétaire, vous le voyez sur la courbe bleue qui est sur la droite ici, elle va avoir tendance à se ralentir au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, 12 ou 13 ans après la création du réseau Bitcoin, on a déjà généré 90% de l'ensemble de la masse monétaire. Il ne reste plus que 2 millions de Bitcoins à générer. Et donc, bien entendu, cette rareté intrinsèque va avoir pour conséquence, au fur et à mesure du temps, de créer de la demande sur le marché, bien entendu, et de faire augmenter les prix. Donc vous voyez que cette création monétaire, elle se ralentit au fur et à mesure du temps. On estime que le dernier fragment de Bitcoin sera généré aux alentours de 2140. Donc on a encore largement le temps, même si vous le voyez, hein, très rapidement, cette courbe va devenir asymptotique et il n'y aura quasiment plus aucune création monétaire aux alentours de 2035. C'est un protocole qui donc fonctionne de façon complètement décentralisée, de la même façon que la blockchain telle que je vous ai définie, et ce qui signifie que l'évolution sur ce protocole se produit par consensus. C'est-à-dire que,
Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a 21 millions de bitcoins. S'il y avait un consensus à l'intérieur de l'ensemble de la communauté bitcoin, il serait possible de passer de 21 millions à 100 millions, 21 milliards ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, il n'y aura pas de consensus parce que l'ensemble des acteurs aujourd'hui présents dans l'écosystème crypto ne souhaiteront pas d'évaluer leur possession et ne souhaiteront pas augmenter le nombre de bitcoins sur le marché. Donc, tant qu'on n'aura pas une large majorité de personnes qui le souhaiteraient, on restera à 21 millions. Donc, a priori, ce chiffre n'évoluera pas. Je vous ai mis une petite citation de la part de Goldman Sachs pour vous montrer un peu l'intérêt, notamment auprès des investisseurs institutionnels à l'heure actuelle. Vous avez sans doute entendu parler du phénomène de minage. Alors, le minage, c'est le principe qui est utilisé dans le monde du Bitcoin et dans le monde de la blockchain en général pour effectuer ce qu'on appelle la validation des transactions. Donc, dans un système monétaire ou financier classique, il existe ce qu'on appelle une chambre de compensation. La chambre de compensation, c'est ce qui est un organisme, la plupart du temps public ou semi-public, qui sert à vérifier que toutes les transactions à l'intérieur du système sont correctes. Dans le monde de la blockchain, on ne peut pas avoir un organisme centralisé, un organisme unique, et donc du coup, ce travail de validation et de vérification des transactions, il est du coup complètement décentralisé. Ça signifie que n'importe qui peut devenir un mineur, n'importe qui peut réaliser ce travail nécessaire à l'évolution du réseau. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2009, il était possible de faire ce travail juste avec un PC posé sur un bureau. Aujourd'hui, comme vous le constatez, vous avez des hangars remplis du sol au plafond de machines qui exercent cette activité. Et donc, ces gens qui effectuent cette vérification des transactions, on les autorise pour les remercier et pour valoriser leur travail à effectuer de la création monétaire. Donc, comme je vous disais sur la slide d'avant, à l'heure actuelle, vous avez une création monétaire qui va diminuer au fur et à mesure du temps. Cette création aujourd'hui, elle est de 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes. Et c'est ça qui correspond donc aux 328 000 bitcoins créés par an. Et elle va se ralentir au fur et à mesure du temps jusqu'à devenir nulle. Il est bien connu que ce système de minage est un gouffre énergétique. On estime que le minage sur le Bitcoin consomme à peu près l'équivalent du quart de la consommation française en électricité. Et malgré tout, c'est quelque chose qui aujourd'hui encore est indispensable au fonctionnement du Bitcoin, même si sur d'autres blockchains, sur d'autres protocoles, il est remis en cause aujourd'hui par d'autres systèmes de vérification qui sont bien moins coûteux en énergie. Le système de minage, c'est lui qui est responsable du phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'immuabilité de la blockchain. Cette immuabilité, elle existe sur toutes les blockchains qu'on appelle publiques, à commencer par le Bitcoin. Elle n'existera pas sur les blockchains privées qui sont des réseaux internes, notamment dans le monde financier. Au niveau des performances, parce que c'est là où c'est également intéressant lorsqu'on s'intéresse au Bitcoin d'un point de vue investissement. Donc, je vous ai mis sur la gauche ici un graphique qui vous indique le cours du Bitcoin sur une échelle logarithmique. Alors, une échelle logarithmique est nécessaire parce que le cours augmente de façon tellement importante aux alentours à partir de 2016-2017 qu'on ne verrait absolument pas, ce serait une droite extrêmement plate si on essayait de faire une courbe linéaire. Vous voyez, l'échelle logarithmique écrase les prix extrêmement fortement. Vous avez l'échelle sur la droite qui vous indique le cours du Bitcoin en fonction de son évolution dans le temps. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que vous voyez que constamment, on a une augmentation qui est très très forte sur l'ensemble de la période, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est passé d'un prix qui était très largement inférieur à 1 dollar à aujourd'hui aux alentours de 35 000 dollars, qui est le cours actuel. Si vous regardez sur la droite, je vous ai mis un petit tableau qui vous indique les progressions annuelles sur le Bitcoin en comparaison des progressions sur le S&P 500, le marché principal de la bourse américaine.
Ce qu'on constate, c'est qu'à part 2 années, 2014 et 2018, où le cours du Bitcoin a baissé, l'ensemble de l'évolution des cours est extrêmement positif. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est particulièrement intéressant, qui est que sur la décennie 2010-2020, l'évolution du cours du Bitcoin cumulé est d'environ 1 million de pourcents. 1 million de pourcents, ça n'existe pas par ailleurs. Vous n'avez aucun actif à la bourse ou dans n'importe quel autre marché qui a eu sur la période une progression de 1 million de pourcents. Alors bien entendu, il n'y a aucune garantie que cette progression va continuer au cours des années qui nous occupent, notamment à cause de l'instabilité géopolitique que nous subissions à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, on peut dire que sur le long terme, le pari du Bitcoin a toujours été largement gagnant pour les gens qui y ont investi. Le deuxième grand actif qu'il faut considérer sur ce marché, c'est un actif qu'on appelle l'Ethereum. Donc l'Ethereum, lui, il a été créé en 2015 et la différence fondamentale entre l'Ethereum et le Bitcoin est la notion d'Ethereum étant une blockchain programmable. Alors, très brièvement, une blockchain programmable, ça signifie la chose suivante. Avec du Bitcoin, je vais pouvoir faire des transactions simples, c'est-à-dire je vais pouvoir vous envoyer un Bitcoin, vous allez pouvoir m'envoyer un demi-Bitcoin tout simplement à travers le réseau tel qu'il existe. Avec l'Ethereum, on introduit la notion de transaction avec des conditions, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire des choses, par exemple, je vais vous envoyer un Ether à condition que le Paris Saint-Germain gagne son match de la semaine prochaine. Et j'ai créé un système de paris sportif. Je vous enverrai 10 Ethers, et l'Ether étant la monnaie de la blockchain Ethereum, je vous enverrai 10 Ethers à condition que votre véhicule ait eu un sinistre. Et dans ce cas-là, j'ai créé un système d'assurance. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'idée étant que je vais déclencher ces transactions avec des conditions et l'exécution de ces transactions aura lieu automatiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais décider d'effectuer le paiement. À partir du moment où j'ai stocké une transaction avec cette condition sur la blockchain, cette transaction sera exécutée automatiquement. Alors, cette notion de blockchain programmable amène à la création d'un écosystème extrêmement riche sur la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, on a environ 2000 actifs qui existent sur cette blockchain, avec tout un tas d'applications, tout un tas de services qui se sont créés, et notamment qui sont reconnus sous le terme générique de la finance décentralisée. Donc, je vais juste vous donner un tout petit peu, un ou deux exemples. Ces services sont notamment des services d'investissement. On parle notamment de services de crédit. Donc, par exemple, si j'ai des Ethers sur mon portefeuille et que je n'ai pas besoin de les utiliser immédiatement, je suis capable de les fournir sur certaines plateformes en dépôt. Je toucherai donc un taux d'intérêt sur ces dépôts. À l'inverse, vous avez des gens qui vont venir sur la même plateforme et qui vont pouvoir emprunter mes fonds pour ensuite notamment prendre des positions avec effet de levier sur le marché. On a des services de fourniture de liquidités, des services d'assurance, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle des marchés prédictifs, donc des marchés où vous avez la possibilité de, en sorte, parier sur l'arrivée d'un événement ou un autre, et tout ce qui s'appelle notamment les produits dérivés, où vous avez notamment des représentations d'actions sur les marchés classiques qui sont aujourd'hui disponibles sous la forme de jetons sur des blockchains. L'ensemble de ces services, comme je vous l'ai dit, est connu sous le nom de finance décentralisée. Aujourd'hui, vous avez une somme de fonds qui sont injectés, qui sont investis dans la finance décentralisée qui approche les 100 milliards de dollars. Et cette somme a été multipliée par 5 en un an. Vous avez peut-être également entendu parler du concept de NFT. Donc les NFT, ce qu'on appelle les jetons non fongibles, qui fonctionnent principalement sur la blockchain Ethereum. Alors vous avez vu sans doute des choses comme des photos de chats ou des photos de singes qui s'échangent sur Internet pour des prix qui sont relativement importants. Mais au-delà de ces œuvres d'art, entre guillemets, les NFT sont aujourd'hui extrêmement intéressants pour l'industrie du luxe. Vous avez des entreprises comme LVMH, Breitling ou Prada qui s'intéressent de très près
à ces NFT, notamment pour la lutte contre la fraude et contre les contrefaçons de leurs marques. Et vous avez également dans l'ensemble de l'industrie des jeux vidéo un développement extrêmement fort autour de ces sujets, avec notamment un jeu vidéo qui s'appelle Axie Infinity, sur lequel il y a à l'heure actuelle à peu près 1 million de joueurs simultanés, et avec également Facebook qui arrive sur ce marché et qui s'y intéresse de très près. Donc, vous voyez, cet écosystème qu'on appelle Ethereum est aujourd'hui en plein développement. On a vraiment cette notion extrêmement intéressante de transactions conditionnelles, qu'on appelle également souvent des smart contracts, et qui permettent de programmer des programmes informatiques à l'intérieur d'une blockchain pour pouvoir développer des services de plus en plus complexes et intéressants. En termes de valorisation du marché, ce qu'il faut considérer, c'est ce graphique qui est extrêmement parlant et extrêmement intéressant sur l'ensemble du marché. En beige, vous avez ici la valorisation du Bitcoin en termes de pourcentage sur le marché. Et donc, si vous regardez, en janvier-février 2022, le Bitcoin représente aujourd'hui à peu près 40% de la valorisation totale du marché, en forte baisse, puisque si vous regardez vers 2013, 2014 et encore en 2016, le Bitcoin représentait plus de 80% de la valorisation totale du marché en pourcentage. Ce qui est intéressant également, c'est que Ethereum, lui, représente environ 20% de la valorisation totale et en hausse depuis notamment l'année 2020. Ce qui veut dire que si on considère ces deux actifs, le Bitcoin à environ 40%, Ethereum à environ 20%, on a déjà 60% de la valorisation totale du marché des cryptoactifs. C'est bien pour ça que, notamment nous, chez CoinHouse, nous nous concentrons fondamentalement la plupart du temps sur ces deux actifs. Le reste du marché est éclaté sur à peu près 8000 autres cryptoactifs. Donc, vous avez bien entendu 8000, donc c'est un chiffre qui est relativement énorme. Mais sur ces 8000 cryptoactifs, vous n'en avez aucun qui atteint ne serait-ce que 5% de la valorisation totale du marché. Malgré tout, il peut bien entendu être intéressant de considérer ces actifs et mon collègue tout à l'heure vous parlera de la façon dont nous appréhendons l'ensemble du marché, au-delà de l'utilisation de Bitcoin et d'Ethereum qui représentent aujourd'hui l'essentiel de ce marché. Donc, comme je vous le disais, l'ensemble du marché aujourd'hui des cryptoactifs, c'est environ 8000 actifs. Il y a énormément de déchets, malheureusement, sur ce marché. Certains observateurs parlent d'environ 99% d'actifs qui seraient inutiles, qui seraient des clones du Bitcoin ou de l'Ethereum et qui pourraient disparaître à horizon relativement proche. Alors, si on accepte ce chiffre de 99% de déchets, reste environ une centaine, mettons 150 cryptoactifs qui ont véritablement une valeur technologique, qui ont véritablement un intérêt sur le long terme. C'est un environnement qui est très très en mode startup, c'est-à-dire qu'il est très simple de lancer un cryptoactif sur le marché. En fonction de sur quelle blockchain vous allez aller, le coût d'entrée pour créer votre propre cryptoactif va aller de quelques dizaines à quelques centaines d'euros. Donc vous voyez que c'est extrêmement faible. N'importe qui peut véritablement aujourd'hui créer son propre cryptoactif et n'importe qui malheureusement le fait. Donc bien entendu, il y a un énorme travail à effectuer, à trier l'ensemble de ces actifs et à vraiment essayer de dégager ceux qui sont les plus intéressants, notamment sur le moyen long terme. C'est un marché à l'heure actuelle qui reste extrêmement drivé par la spéculation. C'est-à-dire, c'est pas parce que votre actif a une véritable valeur technologique qui va malheureusement s'imposer sur le marché. La plupart du temps, encore aujourd'hui, vous avez beaucoup d'actifs qui n'ont aucune valeur technologique et qui réussissent quand même à faire des progressions extrêmement fortes sur le marché, même si ensuite, pour la plupart, ils disparaissent relativement rapidement. Donc, très clairement, un marché encore dominé par la spéculation. Un point qui est extrêmement important, c'est que depuis 2021, le marché commence à être dominé de plus en plus par les institutionnels, donc les institutionnels, notamment tous les fonds d'investissement et éventuellement tous les corporates.
Alors, la raison fondamentale, c'est que ce marché est aujourd'hui de plus en plus régulé, notamment en France. Il y a la régulation date de 2019 avec la loi Pacte et avec le statut PSAN pour prestataire de services en actifs numériques, dont CoinHouse est la première entreprise à avoir bénéficié. Et donc, cette régulation rassure et attire les institutionnels qui, bien entendu, ne veulent pas se lancer sur un marché où c'est clairement le Far West et où il n'y a absolument aucune règle. Aujourd'hui, vous avez notamment des ETF, donc des produits dérivés sur de la crypto, qui sont disponibles dans les bourses de Vienne, Toronto et New York notamment. Les acteurs institutionnels, bien entendu, ils vont préférer utiliser ces produits dont ils ont l'habitude et qu'ils connaissent bien, plutôt que d'acheter directement des véritables cryptos sur le marché. Également, vous avez des acteurs corporate, notamment MicroStrategy et Tesla, qui sont arrivés sur ce marché. MicroStrategy, qui est une entreprise de développement américaine, qui a aujourd'hui un portefeuille qui est un peu plus au-dessus de ça, je crois que c'est aux alentours de 4 milliards de dollars investis en crypto et notamment en Bitcoin. Et Tesla, qui, eux, possèdent environ 1 milliard de dollars en Bitcoin. Un sondage de juin 2021 vous donne un chiffre vraiment intéressant. Vous avez aujourd'hui 36% des institutionnels aux États-Unis qui gèrent des portefeuilles en cryptoactifs. Et un autre chiffre tout aussi intéressant, c'est que à l'heure actuelle, 43% des transactions qui sont effectuées sur le marché des crypto-monnaies sont effectuées aux heures d'ouverture de la bourse de New York. Donc ça montre bien à quel point aujourd'hui les institutionnels sont présents sur ce marché et voire même commencent à le dominer et à le pousser dans le sens vers lequel ils souhaitent qu'il aille. Dernier point, qui est le point de considérer que ce marché, bien entendu, a tout un tas d'opportunités intéressantes, mais également des limites. Alors, la première limite qu'il faut garder à l'esprit sur le marché des crypto-monnaies, c'est que même si le Bitcoin lui-même a été créé pour être une monnaie de paiement, à l'heure actuelle, au moins en Europe et aux États-Unis, personne n'utilise le Bitcoin pour effectuer des paiements. La quasi-totalité des gens qui achètent des cryptoactifs aujourd'hui les achètent en tant que véhicule d'investissement et non pas en tant que monnaie pour effectuer des paiements au quotidien. Alors, ce genre de choses pourrait changer avec l'arrivée d'une nouvelle catégorie d'actifs qu'on appelle des stablecoins. Les stablecoins étant des actifs, encore une fois, sur une blockchain avec les mêmes caractéristiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais des actifs qui sont stables par rapport à une monnaie fiduciaire classique. Donc vous avez notamment des stablecoins basés sur le dollar. Donc un stablecoin basé sur le dollar, ce sera une crypto-monnaie avec la même sécurité, le même système de fonctionnement qu'une autre crypto-monnaie, mais dont le cours n'évoluera pas par rapport au dollar. Vous avez également des stablecoins basés sur l'euro, et notamment un qui a été créé par CoinHouse, et qui, nous espérons que, bien entendu, ces stablecoins seront la porte d'entrée vers une utilisation massive des cryptoactifs dans le domaine du paiement. L'autre problème qu'on a à l'heure actuelle sur le marché, c'est que c'est un marché qui est un peu victime de son succès, avec notamment des problèmes de scalabilité. La scalabilité, ça signifie que vous avez un certain nombre de blockchains, à commencer par la blockchain Ethereum, qui ont du mal à tenir la charge, tellement il y a de transactions, tellement il y a de demandes sur le marché. Alors du coup, ça crée de l'espace pour de la concurrence et vous avez un certain nombre de concurrents directs d'Ethereum qui aujourd'hui essaient de rentrer sur ce marché en offrant le même concept de blockchain programmable, mais avec des protocoles qui sont du coup beaucoup plus scalables et qui peuvent monter en charge beaucoup plus intéressants. Le problème de la consommation électrique, bien entendu, existe. C'est un des reproches les plus fréquents effectués notamment par les médias sur le protocole Bitcoin. C'est un problème, même si la plupart du temps, aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'énergie non carbonée qui est utilisée pour le minage du Bitcoin. La solution définitive à ce problème, elle arrive. Vous avez de plus en plus d'acteurs et de plus en plus de blockchains aujourd'hui qui utilisent un système différent qui, lui, ne consomme quasiment aucune électricité.
Alors, je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails techniques, mais c'est des choses qui vraiment résolvent le problème de la consommation électrique. Dernier problème ou opportunité, c'est le fait que la régulation continue à augmenter sur ce marché. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en France, on a été relativement précurseur sur ce domaine, puisque dès 2019, on a eu le statut PSAN sur ce marché. Vous avez un règlement au niveau de l'Union européenne qui s'appelle MiCA pour Markets in Crypto Assets, qui est à l'heure actuelle en préparation et qui pourrait être mis en production à partir de 2022 ou 2023. Et vous avez au niveau international les recommandations du GAFI, qui est une organisation internationale notamment de lutte contre le blanchiment et les activités terroristes, qui a fait un certain nombre de recommandations pour le marché des cryptoactifs, qui vont là aussi toujours dans le même sens, notamment un sens de pouvoir identifier les différents acteurs sur ce marché et de pouvoir suivre les flux de capitaux exactement comme dans le monde de la finance classique. Donc, j'en ai terminé. Comme je vous l'ai dit, c'était un survol de l'ensemble de ce marché. Avant de passer la parole à mon collègue Thibault, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai pu vous raconter aujourd'hui? Alors, c'est l'occasion de se manifester. Si vous voulez, je sais pas, avec Zoom, on peut lever la main, vous pouvez m'écrire dans les discussions. Je pense Euh, que dans la mesure où je crois on est en relatif petit comité, euh, les gens ils peuvent directement prendre la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. alors, ce que je vous propose éventuellement, c'est de peut-être stopper le partage d'écran. Comme ça, on va Ouais. tous revenir en grand. Alors, si personne ne se lance, j'hésite moi du coup à amorcer un petit peu les questions. Je vous en prie. Je ne vais pas forcément amorcer les questions avec une question peut-être de débutant, mais une question d'actualité. Oui. Dans l'actualité du jour, on a tous allumé peut-être à nos téléphones aujourd'hui et on a entendu qu'il se passait quelque chose à l'est de l'Europe. Il y avait des gros champignons tout rouges dans le ciel. Au-delà du drame que ça peut représenter pour les personnes concernées, les marchés financiers ont l'air de corriger un peu, pas tant que ça finalement, mais un peu. Euh, Bitcoin semblerait être en fait un actif qui serait corrélé au marché financier et non pas un actif décorrélé. Est-ce que vous Absolument. pouvez nous toucher un mot sur cette question où des personnes pensaient que ce serait une protection, un hedge, comme on dit, donc une couverture contre une éventuelle inflation? Et en fait, dans le comportement, on se rend compte qu'il se comporte, entre guillemets, comme une action. Absolument. Donc, ce qui est important de noter, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en rapport avec le marché des institutionnels. Jusqu'en, on va dire, 2019, vous aviez une corrélation qui était extrêmement faible entre le marché des cryptos et le marché actions. Ce qui justement, comme vous le disiez, faisait du Bitcoin un excellent véhicule de diversification, voire on pouvait considérer à l'époque le Bitcoin comme une sorte de réserve de valeur équivalente à une sorte d'or numérique. Aujourd'hui, en l'état du marché, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que, comme je vous l'ai dit pendant la présentation, aujourd'hui on peut considérer que les institutionnels, ils ont la mainmise sur le marché des cryptos. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une des raisons fondamentales, c'est que ce marché, c'est régulé. Donc, et il y a des produits qui sont arrivés qui sont disponibles pour les investisseurs. L'autre raison, c'est que, notamment suite à la crise Covid à partir de mars 2020, vous avez énormément de liquidités qui sont arrivées sur le marché institutionnel, avec des taux d'intérêt qui étaient restés à l'époque extrêmement bas. Et donc ces institutionnels, ils ont un peu cherché où est-ce qu'ils allaient pouvoir investir des nouveaux marchés, et le marché crypto était très clairement une cible qui les a énormément intéressés. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez une corrélation qui est de plus en plus forte entre les marchés actions et les marchés crypto. C'est pas dit que ça puisse continuer dans la mesure où si on continue à avoir une forte inflation et évidemment les effets géopolitiques euh, vont tendre à faire continuer une forte inflation au moins sur le moyen terme. Et là, on pourrait voir une baisse
relativement importante de la valorisation notamment du dollar américain et un retour vers cette notion de réserve de valeur, notamment du Bitcoin. C'est ce qui est évoqué quand on voit une inflation en Europe évaluée dans les 5% et plus. Je crois qu'en France, si on prend les chiffres de l'INSEE, on est à 2% et quelques actuellement. Euh, Si une guerre ou non éclate, même si on en est aux prémices, est-ce que Bitcoin, du coup, pourrait redevenir cette espèce de protection contre l'inflation ou réserve de valeur? Historiquement, on avait l'or, le franc suisse. On voit que les capitaux, d'ailleurs, partent d'une certaine manière vers notamment le franc suisse. Enfin, je le vois dans le cadre de l'activité de conseil. C'est une réalité. Je vais essayer de faire le lien peut-être avec le passage de Thibaut. Sauf si quelqu'un veut peut-être à ce stade rebondir sur une question. Thibaut, pour faire le lien avec votre intervention, je sais dans la liste, là je souris parce que je reconnais des noms, je sais dans la liste qu'une certaine partie d'entre vous possède des cryptoactifs. Je sais pour certains comment vous les avez acquis. Ce n'est pas une information confidentielle, c'est pas ça le sens de mon propos. C'est-à-dire que justement, il y a façon et façon de les acquérir, il y a ensuite façon et façon de les gérer, de faire de l'allocation. Est-ce que c'est justement l'occasion qu'on passe la main à Thibaut pour qu'il nous fasse un topo sur cet aspect, l'acquisition, l'allocation, le suivi des portefeuilles? Exactement, avec grand plaisir.